Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, petite vidéo sur les Wadrunes. On va éplucher le livre d'armée de l'armée des Wadrunes. On va commencer d'abord sur cette vidéo à parler juste des règles spécifiques à l'armée et les personnages. Et après viendront dans d'autres petites vidéos les unités légères, médium et lourdes. Donc parlons déjà des règles spéciales, à savoir les champs. Donc quand vous sélectionnez votre armée, quand vous faites votre liste d'armées, vous devez en fait, quand vous prenez un personnage, la première chose que vous devez faire, c'est sélectionner un des 4 cultes qu'il a accès. La plupart des personnages n'ont accès qu'à 3 des 4 cultes, c'est à savoir famine, mort et guerre, et certains personnages peuvent avoir accès exceptionnellement à conquête. Toutes les unités que vous allez rajouter, donc les 4 régiments que vous allez pouvoir rajouter dans la Warband, ils vont forcément être du même culte que votre personnage. Et ce culte-là va vous permettre en fait différents tricks grâce à des boosts de règles que vous allez avoir quand vos unités vont chanter. Comment ça fonctionne? Tout simplement, à chaque fois que vous allez activer une carte de commandement, vous allez retourner une carte de commandement d'un culte. Là, je vais partir sur l'exemple simple. Et les choses que je vous conseillerais de faire, c'est quand vous faites votre armée, utilisez qu'un seul culte. Même si vous avez 2 ou 3 warbands, utilisez qu'un seul culte au départ. Moi, j'utilise toujours qu'un culte pour l'instant, parce que c'est une mécanique qui est vraiment particulière chez les Wadrunes, qui peut être très très forte, car quand utilisée au bon moment, c'est vraiment très fort. Maintenant, pas évidente à mettre en place si on utilise différents cultes. Le plus simple, c'est donc d'utiliser le même culte au départ pour appréhender la mécanique comme il faut. Et après, vous pourrez aller sur 2 cultes et après voir éventuellement 3 cultes si ça vous intéresse. Parce que chaque culte va avoir différents bonus, pas sur les mêmes façons de jouer l'armée entre guillemets. Donc à vous après de voir comment vous allez orienter votre armée. Parce que vous pouvez vous construire votre armée par rapport au culte. Ou alors vous pouvez la prendre de la façon inverse. Vous faites votre armée parce que vous voulez jouer telle unité et tel personnage. Et après les bonus des cultes, ce sera un bonus. Maintenant il faut vraiment jouer avec parce que ça peut vraiment changer des choses sur pas mal de combats et de mouvements. Donc le premier culte, il y a la famine, la mort et la guerre pour rappel. Je ne vais pas parler du culte conquête parce qu'il est un petit peu à part. Et ça marche, vous avez 3 tiers. 3 tiers, il y a le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3. Quand vous allez avoir 2 marqueurs, vous allez pouvoir chanter au tiers 1. Quand vous allez avoir 3 marqueurs, vous allez chanter au tiers 2. Et quand vous aurez 3 marqueurs plus la règle fanatique, vous pourrez chanter au tiers 3. A chaque fois que vous allez donc retourner une carte de commandement, vous allez mettre un token. Vous avez avec le deck de cartes de la faction, vous avez des petites cartes qui correspondent au champ de guerre, aux différents cultes. Donc vous allez vous en servir sur une face visible sur la carte. Bonjour Tanuki, voici mon T-Rex de compagnie. Vous allez pouvoir mettre une carte de culte correspondante à l'unité sur la table. Une carte, rien ne se passe. Deuxième carte retournée, vous avez la possibilité pour l'unité qui retourne cette carte-là, du coup de chanter au tiers 1 et du coup d'avoir les bonus inhérents au culte que vous avez au niveau du tiers 1. Quand vous allez avoir 3 marqueurs, vous allez devoir chanter, vous avez l'obligation de chanter au 3e marqueur et d'utiliser du coup le tiers 1 et le tiers 2. Ça se cumule, c'est-à-dire que vous allez débloquer les 2 bonus de votre culte quand vous avez les 3 marqueurs. Maintenant, il y a certaines unités et certaines figurines qui ne peuvent pas chanter. Typiquement, les personnages vont vous donner des marqueurs. Quand vous allez activer un personnage, vous allez mettre une carte de marqueur. Maintenant, lui ne pourra pas chanter. Donc il faut bien faire attention quand on fait son deck de commandement, parce que si jamais vous activez votre matriarche par exemple, que vous avez déjà 2 marqueurs, c'est la 3e carte, vous allez mettre un 3e marqueur, là l'obligation de chanter, mais elle ne peut pas le faire. Donc vous allez perdre vos marqueurs parce que c'est bien spécifié dans les règles, quand vous avez 3 marqueurs, vous perdez vos marqueurs. Maintenant parlons un peu plus précisément des chants. Donc le culte de la famine, quand vous allez chanter au tiers 1, votre régiment va gagner plus 2 à ses distances de charge et la règle choc assaut. Donc la règle choc fait que vous allez avoir plus 1 supplémentaire à votre clash. Donc l'action inspiration va vous donner plus 2 au lieu de plus 1 à votre capacité de clash. Au tiers 2, le régiment gagnera la règle Relentless Blow en plus. Donc bien sûr ça se stack. On additionne. Et au tiers 3, le régiment gagne impact plus 2 et charge glorieuse. Vous voyez les bonus quand ils se cumulent, ça commence à faire beaucoup de règles quand même. Là vous avez une unité qui va avoir plus 2 en charge, le choc, Relentless Blow, plus 2 en impact et charge glorieuse. Ça fait beaucoup. La mort, le culte de la mort, lui, va vous donner plus 1 en clash à votre unité. Au tiers 2, vous allez avoir en plus le Flawless Strike Special Rule. Et en tiers 3, vous allez gagner Intouchable et Deadly Blade. La règle Deadly Blade est intouchable en plus. En guerre, vous allez avoir, le régiment va tout de suite perdre son statut brisé et avoir plus 1 à sa défense. Ça c'est plutôt pas mal. Le régiment en tiers 2 va pouvoir avoir plus 1 en resolve et gagner cleave 1. Donc ça,
attention, c'est gagner cleave 1 et pas cleave plus 1. Et en tier 3, le régiment gagne Blessed et contre-attaque en règle spéciale. Donc ça c'est pareil, c'est fort. Donc vous voyez, quel que soit le dieu, les règles sont toutes fortes, surtout quand on va cumuler les 3 règles, ça vous donne un gros bonus de règles tout cumulé. Et en culte conquête, le premier tiers, le régiment va gagner plus 3 en marche quand il effectue la première marche. Et ensuite en deuxième tiers, en tiers 2, il va avoir plus 2 en caractéristique d'évasion, jusqu'à un maximum de 3, ce qui est énorme. Donc pour résumer, quand vous prenez le culte de la famine, si toutes les planètes s'alignent, vous allez pouvoir avoir une unité qui va avoir plus 2 en charge. Reckless Blow, ça c'est une règle qui fait que vous allez pouvoir, quand vous allez faire des 1, vous allez faire une attaque supplémentaire, vous allez faire 2 touches au lieu d'1. C'est la règle que vous retrouvez déjà chez vous savez, les gros avec les grosses pierres là. J'ai perdu leur nom. Gros trou de mémoire. Les Warbrood, ça me revient. Reckless Blow, c'est coup incessant en français. C'est dès que vous faites un 1, pour être exact, vous faites une touche additionnelle. Voilà. À ça, vous allez ajouter la règle du tier 3, plus 2 impact et charge glorieuse. Charge glorieuse qui fait que vous allez avoir le terrifiant 1 et plus 1 en clash sur vos attaques d'impact. Ça c'est pareil, donc bien entendu il va falloir avoir de l'impact, mais bon, sur de la cavalerie, sur de la brute ou sur des monstres qui ont de la plaque, ça commence à faire beaucoup. Et ensuite pour le tiers 3. Le tiers 1 de la mort, si on cumule les 3, on va avoir en mort potentiellement une unité qui va avoir plus 1 à son clash de base, qui va avoir le Flawless Strike qui fait que quand vous allez faire des 1, votre adversaire va avoir 0 à sa défense, et vous allez avoir la règle intouchable et la règle Deadly Blade qui fait que quand votre adversaire va faire des 6 en défense au corps à corps, et bien il prendra 2 points de vie au lieu d'un. Ça fait un beau petit cumul. Dans le culte de la guerre, quand vous allez avoir les 3 qui vont s'aligner, votre unité aura un total de... Déjà, elle enlève son brisé, elle a plus 1 à sa défense, elle a plus 1 à sa resolve, elle gagne un cleave plus 1, et elle a la contre-attaque. Et la règle Blessed surtout. La règle Blessed, pour rappel, qui fait qu'une fois dans le round, vous allez pouvoir choisir avant de lancer les dés, de relancer tous vos jets de défense ou vos jets de clash. Une fois dans le round. Donc ça peut être fort. Donc vous voyez, tout ça cumulé fait que quand toutes les planètes s'alignent et que vous allez arriver à bien gérer cette mécanique de champ avec la bonne unité au bon moment, fait que vous allez pouvoir avoir une unité qui va complètement exploser en termes de puissance. Mais c'est pas évident forcément à mettre en place et votre adversaire peut le voir venir. Quand je dis qu'il peut le voir venir, parce que tout simplement vous allez sortir vos tokens les uns après les autres, donc il va pouvoir voir que vous avez un marqueur, 2 marqueurs, il sait que le 3e marqueur, votre unité, va exploser en termes de carac parce qu'elle va avoir le tier 1, tier 2 qui va s'activer. Et potentiellement le tier 3 si c'est une unité fanatique. Donc là, votre adversaire peut tenter de le contrer éventuellement en venant vous bloquer votre unité. Enfin, après, il va falloir qu'il estime quelle unité vous allez activer. Mais il y a possibilité éventuellement de le voir venir. Le joueur qui va avoir l'habitude va vraiment pouvoir le voir venir. Mais ça reste une mécanique qui est vraiment appréciable parce que ça peut rendre une unité qui n'est pas super forte de base et qui devient assez furieuse quand même, mine de rien. Attaquons les personnages. Donc commençons par la matriarche Queen qui est la reine de l'armée. Donc pour rappel, les Wadrun c'est une société matriarcale, c'est les femmes qui dirigent et là en l'occurrence ils ont une reine. Vous pouvez jouer leur reine. Donc elle a un coût de 100 points, c'est une infanterie, elle est de classe lourde. Elle a 5 en mouvement, 2 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve et 3 en défense. Vous voyez que c'est une bonne petite reine quand même, 3 attaques, 5 attaques pardon, clash 3. Elle a un très bon commandement de 4, elle a une défense correcte de 3. Elle n'est pas là pour rigoler. Donc là en règle spéciale, elle a le petit cleave 1 et la présence inspirante. Présence inspirante fait que ça va lui donner l'événement de tirage braverie, qui va faire que votre unité va ignorer la règle Fearsome et Terrifiant X. Et également, quand elle s'active, elle va enlever un marqueur brisé. Elle a ensuite un événement de tirage propre, qui est To the Last Breath, qui fait que vous allez vous soigner de 4. L'inconvénient, il y a les deux. Il y a 2 événements de tirage, donc il va falloir choisir. Vous ne pouvez qu'activer qu'un seul événement de tirage. Soit vous enlevez le brisé, soit vous vous soignez. Mais c'est plutôt pas mal. Une petite boîte à outils sympathique. En aptitude de suprématie, vous allez gagner un événement de tirage supplémentaire qui est la marche de la reine, qui va faire que vous allez gagner un événement de tirage. Quand vous allez l'activer, vous allez cibler une unité amie qui est non monstre dans les 8 pouces et vous allez lui donner la règle fanatique.
vous pourrez cibler un monstre si jamais la matriarche elle est montée sur un Apex. Donc concernant sa Warband, en Mindstone elle a accès au Blooded, au Warbrood, au Brave et au Hunter, et en restreint à l'Apex Predator, au Raptor Rider. Pour l'instant, seulement ces unités-là qui sont disponibles. Au retenu, elle va avoir accès seulement au Teaching of Conquest ou au combat, et en maîtrise au Teaching of Conquest ou combat. Je reviens sur les Mainstain, elle a accès aux Warbrood en Mainstain qui sont pour rappel des brutes et qui sont des bonnes brutes. Eux ils méritent vraiment leur nom de brutes parce qu'ils savatent comme des ours. Donc vous pouvez vous amuser à faire une liste avec que des grosses bestioles parce que c'est pas donné à beaucoup d'armées de sortir de la brute en troupe de base entre guillemets. Donc il y a beaucoup de polyvalence, maintenant elle ne pourra pas les rejoindre. Mais vous pouvez très bien vous faire le trip de prendre 3 unités de Warbrood en Mainstain, de prendre un Apex Predator en restreint, de lui mettre la petite amélioration à Apex Master qui lui permet de monter sur le dos du Predator et de s'en servir comme canasson. Et là vous avez une Warband avec une reine sur Apex, sur T-Rex qui va pas faire rire en face, et 3 unités de Warbrood. Ça fait pas rire non plus. Donc pour résumer concernant la reine, alors moi perso quand je joue la matriarche je la mets systématiquement seigneur de guerre parce que c'est une société matriarcale. La reine, elle est sur la table, pour moi c'est forcément le général. Il y en a qui vont pouvoir préférer le Predator ou le Sion, enfin un autre personnage. Moi perso c'est fluff, la reine est là, c'est la générale. C'est normal, c'est la grande patronne, c'est complètement logique qu'elle soit la générale pour moi. Après c'est une très très bonne générale, faut pas se leurrer, hein, je la prends pas non plus... Je la prends parce que c'est fluff. Elle serait pas terrible, je la prendrais quand même parce que j'aime bien le côté un petit peu fluff et logique dans le jeu. Après en mode compétition c'est différent, mais voilà, là on est à la cool. Donc c'est complètement logique qu'elle soit la grande patronne. En plus ça lui donne quand même des bonnes capacités vraiment sympathiques de pouvoir filer le fanatique à une unité, de pouvoir soigner de 4. Donc la petite combo, hein, soit vous la jouez à pied. Moi j'ai déjà joué à pied plusieurs fois, c'est dans un régiment de braves. Alors il y en a qui aiment pas trop parce que les braves c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux peut-être. Elle a une très bonne résolution, donc ça va permettre de compenser leur règle spéciale de Bloodlust qui a un malus pour eux. Donc avec un bon pavé, vous allez vite avoir 5-6 en résol, donc il y a peu de chances que vous ratiez votre trait de résolution quand vous les activez. Elle apporte un petit peu de punch à l'unité. Quand vous les faites chanter, mine de rien les braves ils envoient. Donc elle a un beau chausson, ils tankent pas trop mal grâce à leur bouclier. Derrière vous pouvez les soigner grâce à la reine. Moi j'aime bien la jouer comme ça quand je la joue à pied. Après si vous la jouez montée, et ben dans ce cas vous la mettez sur un Apex, là elle va être entièrement autonome. Et là vous allez avoir un Apex qui va envoyer la sauce et en plus qui va pouvoir se faire soigner. Parce que la reine elle va pouvoir soigner son Apex. Rien ne l'interdit de soigner sa monture. Donc ça va sacrément augmenter la durée de vie de l'Apex, le soigner de 4 à chaque tour. L'adversaire il va pas acheter sa chair. Hein. Donc ça augmente sacrément la durée de vie de l'Apex. Sachant que c'est déjà quand même une bonne brutasse au corps à corps, ça serait dommage de s'en priver. Donc vraiment les deux façons de la jouer, à pied, moi perso dans les braves, un beau chausson de brave de 5-6 stands, et 7 hein, si on est gourmand, ou alors après dans un autre, hein, vous pouvez très bien la mettre plus défensive dans des slingers, mais c'est un peu dommage de mettre ça dans des slingers, sachant que le Predator est plus amène d'aller dans les slingers, à mon sens. Éventuellement dans des hunters, parce que les hunters sont aussi pas trop mauvais au corps à corps, maintenant ils sont un peu en slip et en mousse, donc moi je le conseillerais pas. Les Blooded c'est pareil, ça tank parce que c'est du Warbrood, donc du Wadrun pardon, ils ont beaucoup de points de vie mais après ils n'ont pas des grosses défenses. Donc c'est pour moi vraiment l'unité de Brave qui est la mieux placée pour l'accueillir du fait de leur tanking. C'est l'unité qui a le plus gros tanking en termes d'infanterie. Hormis des unités un peu plus d'élite. Mais voilà, donc à mon sens, les Braves par pack de 6 ou l'Apex, et là vous défoncez tout parce que c'est un T-Rex et le T-Rex il a faim. Donc passons donc maintenant au personnage de Predator. Pour 90 points, vous avez un personnage infanterie léger qui a 6 en mouvement, 3 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 2 en défense et 1 en esquive. Donc oui, il a des bonnes stats, il est mix de corps à corps tir, mais vous allez voir avec ses règles spé, on va clairement l'orienter tir quand il est à pied. En règle spéciale, il va avoir le Fight Hunter, le chasseur de monstres, le barrage 3 à 18 pouces, Armure Piercing 1 et Deadly Shot. Donc barrage 3, donc il fait 3 tirs à 18 pouces avec -1 à la sauvegarde, et Deadly Shot, dès que votre adversaire va faire des 6 en défense contre les attaques de tir, il va prendre 2 points de vie au lieu d'1. Donc c'est clairement un tireur, plus qu'un mec de corps à corps, à pied. Donc, concernant son aptitude de suprématie, le frisson du meurtre, quelque chose comme ça en français, c'est actif, hein. Tous les régiments peuvent relancer leur jet de charge au tour où vous l'activez.
En plus, tous les régiments légers amis vont avoir plus 3 à leur distance de charge. Tous les régiments qui vont être moyens vont avoir plus 1 à leur distance de charge. Et tous les régiments lourds vont bénéficier de la règle impact plus 1. Donc c'est une suprématie à usage unique, hein, comme beaucoup. Quand vous allez l'activer, voilà, vous allez avoir tous ces bonus-là qui vont être liés à la classe de votre régiment. Donc c'est plutôt pas mal, hein, en termes de mobilité, vous allez vraiment gagner. Donc ça, c'est à déclencher clairement le tour où vous voulez faire des charges. Ou alors en tout cas, au minimum une charge qui peut être vraiment très importante et très impactante. Clairement, ça peut valoir le coup de l'avoir en général et de lancer ça à ce moment-là. Donc concernant sa warband, le Predator a en warband en mainstay les Braves, les Blooded, les Hunters, les Hunter Pack et les Raptor Riders. Donc il a un beau panel d'unités. Dans le lot, il y a quand même pas mal de légers, hein, parce que à part les Blooded, tout le reste et les Braves, tout le reste est léger. Ensuite, en restreint, il a l'Apex Predator, les Slingers, le Tantor qui n'est pas encore sorti, mais je le dis parce qu'il arrive bientôt, on a vu les photos et ça claque. Et le Qualt qui n'est pas encore sorti non plus. Le Predator a accès à 2 améliorations possibles. Vous devez en prendre une, c'est gratuit. Soit la chasse 1 ou la chasse 2, donc c'est la voie de la chasse, grosso modo. La chasse 1, Hunt 1, va vous donner la règle surshot, qui fait que quand le régiment qui va rejoindre, en fait, va pas subir l'obscurcissement, si je peux dire. Il va pas subir la règle obscurcie quand il va tirer à travers les terrains, les décors. Je vais y arriver. Donc bien sûr à mettre dans une unité de tireur. Et sinon il va avoir la règle chasse 2 qui va lui donner le Fire and Advance, qui va pouvoir avoir l'opportunité de faire une marche gratuite après une action de tir. J'embraye tout de suite sur comment on peut le jouer. Moi perso je le joue à pied, avec juste en maîtrise le marksmanship qui lui donne plus d'embarrage, amélioration qu'on retrouve dans pas mal de factions. Qui permet d'avoir un petit personnage qui va avoir 5 barrages 5, donc il va vous faire 5 tirs à 18 pouces avec -1 en sauvegarde et deadly shot. C'est plutôt pas mal. Moi je lui mets, alors là après c'est soit le surshot, soit le Fire and Advance, et bien entendu je le mets dans un chausson de Hunter, comme ça il va pouvoir faire bénéficier des Hunters, pardon, des Slingers. Je dis Hunt et je dis Hunter. Des Slingers, parce que les Slingers c'est une très très bonne unité de tir, c'est certainement une des meilleures unités de tir. C'est ce qu'ils envoient juste grâce à leurs règles en fait spéciales qui font faire des tests de morale. Et lui il apporte encore ce petit boost de tir avec ses 5 tirs supplémentaires et le deadly shot, le -1 en armure et le petit bonus surtout qu'il va donner avec le Fire and Advance ou le surshot à l'unité. Là après c'est un choix perso en fonction de comment vous voulez les jouer. Si vous préférez pouvoir tirer par-dessus les décors sans avoir de malus, ou alors pouvoir gagner un peu plus en mobilité en prenant le Fire and Advance. Là c'est vraiment un choix personnel, il n'y a pas de meilleur choix que l'un que l'autre, je dirais. Je pense que les deux sont très bien à voir. Peut-être le Fire and Advance c'est plus intéressant parce qu'on va plus souvent être amène à bouger qu'à tirer par-dessus un décor. Mais pour moi les deux. Et pour finir, le Predator, autre version quand même possible, c'est la version corps à corps, mais dans ce cas on va clairement lui payer l'Apex Master qui lui permet de le monter sur un Apex Predator. Et là c'est pas lui qui va faire les dégâts, clairement ça va être le Predator, le Predator Apex, c'est-à-dire pas là. Ça c'est chiant en termes de termes parce qu'en fait le Predator est l'Apex Predator. Donc le T-Rex, pour faire simple, vous pouvez pour 5 points une amélioration qui lui permet de chevaucher un T-Rex. Bien entendu il faut payer les 180 et quelques points du T-Rex, c'est pas gratuit, hein, il coûte pas que 5 points. Et là vous allez avoir une bonne brutasse de corps à corps grâce au T-Rex qui envoie du lourd. Cette fois avec un personnage de corps à corps, là un vrai perso de corps à corps, un personnage de Chieftain, c'est le dernier perso sorti. Pour 100 points, vous avez une infanterie de classe médium qui a 5 en mouvement, 1 en volée, donc vous voyez tout de suite que ça va pas être un tireur. 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 3 en resolve, 3 en défense. Il n'a pas d'esquive. Il a déjà des bonnes caracs. Bon, il a les mêmes caracs que le Predator, vous allez me dire, au corps à corps, hein, 5 attaques, clash 3. Sauf que la différence, en règle spéciale, il a le cleave 2 de base. Donc là, ça change la donne, parce que le cleave 2 de base, c'est plus la même. Le Predator, lui, a rien en corps à corps. Lui, il a un beau cleave 2. Ce qui change beaucoup. En termes de suprématie, le Chieftain, il a une petite règle sympathique. Si jamais vous le mettez général d'armée, il va vous donner la règle choc assaut à toute l'armée. Donc le choc assaut fait que vous allez avoir la règle choc et que quand vous réussissez une charge, vous allez bénéficier de la règle inspirée 2 fois. Donc vous allez avoir +2 à votre carac de clash au lieu de +1. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Si jamais votre unité avait déjà la règle choc,
et ben à la place, vous allez gagner la règle fleurie pendant votre activation. Et cette suprématie est toujours considérée comme active. Vous n'avez pas besoin de l'activer, elle est toujours. C'est votre général, tant qu'il est en vie, elle est active. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça stabilise, on va dire, vos charges clairement en termes de touches, parce que plus de enclash, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, en termes de règles spéciales, il n'y avait que le Cliff 2 comme j'ai dit. Et au niveau de sa Warband, donc pour la Warband du Chieftain, nous avons en Mainstain accès aux Braves, aux Blooded et aux Vétérans, dernièrement sortis. Et en restreint, il a accès seulement aux unités existantes qui sont les Raptor Riders et les Warbrood. Après, il a 3 autres unités, le Drum Beast, le Quatl et le Thunder Rider qui ne sont pas encore sortis. Donc ça limite ses choix en termes de restreint. Mais c'est un très bon combattant, donc c'est pas ça qui nous empêchera de le prendre. Donc pour ce petit personnage, comment on jouerait moi perso, je le jouerais pas trop coûteux parce qu'il est bien nativement en fait, et les Wadrun ont déjà pas mal d'attaques, pas mal d'impact en règle générale. Donc à mon sens, il n'y a pas besoin de le monter à avoir un gros dueliste comme on peut avoir dans certaines factions, comme on a envie de faire avec les nobles sans royaume par exemple, ou un Xiliart OD, ou un Stratégos. Là moi j'ai une petite configuration que je vous propose à 125 points, avec juste en artefact le Beast Drum qui vous donne plus une attaque et la règle fleurie. Pour 25 points, c'est pas cher payé, ça va le passer à 6 attaques. Il est clash 3 de base, il va avoir 6 attaques qui vont toucher à 3 relançables et qui vont faire -2 à la sauvegarde. Donc franchement, ça envoie quand même pas mal du steak. Alors ça, c'est sans compter qu'il est général et qu'il s'inspire. Donc quand il va charger, il va passer à clash 5. Donc c'est plutôt, enfin, il va passer à clash 4 relançable. C'est plutôt sympathique déjà. On pourrait éventuellement lui mettre les 3 retenues pour lui donner plus un point de vie, plus une attaque et plus un en clash. Pour moi, ça fait beaucoup de points en fait pour pas grand chose. Éventuellement le tiers jusqu'au tiers 2 pour avoir le plus en attaque. Mais clairement le tiers 3, le plus en clash, pour moi, il a aucun intérêt vu qu'il va avoir le fleury. Donc à la limite, pour 25 points, vous mettez tiers 1 pour 10 points, tiers 2 pour 15 points. Donc ça va le faire monter à 150 points. Et là, vous avez 7 attaques clash 3 et 6 points de vie. Donc c'est un peu mieux tanké. Mais bon. Après, à voir aussi avec la voie de la guerre, le chemin de la guerre que vous devez choisir. Il est comme le Predator, il a accès à 2 chemins de guerre différents. Alors lui, c'est pas pour le tir, c'est plus pour le corps à corps. Soit vous lui mettez un qui va donner l'événement de tirage pour son régiment, le Billowing Shoot, qui fait que vous allez prendre un marqueur de champ Conquest quand vous allez les activer. Donc pourquoi pas, comme ça peut vous permettre de débloquer le champ de guerre conquête sans avoir de personnage de conquête. Ou alors la voie 2 qui va vous donner le double time. Moi perso je prendrais peut-être plus le double time dans un optique de mouvement, de mobilité. C'est vachement important la mobilité, donc si vous avez besoin, pas vous claquer le double time et là vous avez une unité qui va faire 3 actions de marche, c'est plutôt cool. Donc après, c'est encore un choix personnel aussi par rapport à comment vous constituez votre liste. Parce que forcément, si vous avez besoin de la conquête, et ça peut être intéressant d'avoir ce petit personnage-là qui va vous débloquer ça. En maîtrise, moi je ne lui mets pas forcément de maîtrise. Et éventuellement, vous allez pouvoir aller chercher les maîtrises qui vont en faire un bon dueliste. Vous avez une ou deux petites améliorations possibles pour aller les chercher dans les duels. Donc pourquoi pas. Mais voilà, moi je le jouerai un peu low cost. Et plus compter sur le régiment dans lequel il va être pour foutre des grosses baffes. Et pour finir cette revue sur les personnages, le Sion of Conquest. Donc le Sion of Conquest, c'est le magot de la bande. C'est un personnage qui est de classe infanterie et de taille médium. Enfin de taille infanterie de classe médium, pardon. Il va avoir 6 en mouvement, 0 en volée, 3 en clash, 5 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve, 2 en défense et 2 en esquive. C'est un sorcier, mais il a quand même 3 en clash. Donc c'est un sorcier qui sait se battre. On pourrait un peu le comparer aux Tiste-Prest des 100 royaumes, parce que c'est des prêtres guerriers, donc c'est aussi des sorciers, mais quand on voit quand même un peu de steak au corps à corps. Au final, quand on le compare au Chieftain, il a les mêmes stats de corps à corps, 5 attaques, clash 3, et en règle spéciale, il a le Cliff 2 aussi. Donc c'est clairement pas un sorcier pour enfiler des perles qui va rester dans un chausson de tireur loin de la bagarre, il va aller au cœur de la bagarre. Il est prêtre 4, c'est pas un gros prêtre, mais ça devrait lui suffire pour lancer les petits sorts qu'il a. Alors moi je suis pas très fan du Sion, je trouve pas ces sorts super intéressants. Maintenant il a le mérite d'exister, donc il faut lui faire une petite place dans une bande de temps en temps, ça mérite, il mérite d'être là. Donc, concernant la suprématie de ce petit pépère, il a la vision de conquête. Quand vous activez la suprématie, donc elle est à usage unique, pas comme le Chieftain,
Quand vous allez l'activer, vous allez chaque fois que vous allez piocher une carte de commandement de votre pile de commandement, vous pouvez, si vous voulez, à la place, chercher une autre carte de commandement dans votre pile de votre choix. Donc en gros, pour faire simple, il y a un tour où vous allez décider en fait, votre paquet de cartes, clairement, vous pouvez le mettre, vous pouvez le battre et le poser sur la table sans garder les cartes, parce qu'à chaque fois que vous allez la prendre, en fait, vous pourrez prendre celle de votre choix. Donc ça vous donne quand même une polyvalence sur un tour qui est juste énorme. Est-ce que ça va remonter en termes de puissance, je dirais, le personnage par rapport aux autres? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais joué en tant que général pour ça, parce que je préfère jouer la matriarche, parce que c'est la reine. Maintenant, il y a, je pense, vraiment moyen de faire quelque chose avec, malgré tout. Pensez bien que sur un tour, votre adversaire, vous allez pouvoir vous adapter complètement à ce qu'il va faire. C'est un choix, une possibilité quand même vraiment intéressante. Donc voilà. En plus, jusqu'à la fin du tour, tous les régiments qui ajouteraient un marqueur de champ quand vous le tirez, et à la place de marquer votre champ, vous allez marquer un champ de conquête à la place. Donc par contre, il y a ce petit... Donc c'est un sorcier, il connaît 3 sorts. Le premier, Crescendo, c'est une portée sur soi-même en harmonisation à 4. Donc il est assez facile à passer. Ajoutez un marqueur de champ conquête à la séquence. Tout simplement, vous balancez le sort et hop, vous balancez, vous mettez une carte de conquête. De plus, la prochaine carte de votre prochaine carte de commandement que vous allez révéler, si elle appartient à un régiment, piochez la carte de commandement quand vous la piochez, et le régiment il va s'activer immédiatement. C'est-à-dire que vous révélez votre prochaine carte. Pour faire simple, vous balancez votre sort. Ça vous donne un champ marqueur conquête. Ensuite, vous tirez la carte de commandement qui suit. Si c'est un régiment, vous piochez, vous allez l'activer tout de suite. Si c'est pas un régiment, donc si c'est un personnage, vous allez le remettre en dessous de la pile. Donc après ça se calcule. Quand vous allez le mettre, clairement vous allez mettre un régiment que vous avez envie d'activer. Donc vous allez balancer votre personnage, votre sort, ça va vous permettre d'avoir le culte de conquête disponible pour le régiment que vous allez utiliser, activer derrière, sans que votre adversaire puisse vous interrompre, parce que vous allez faire ça à la suite. Donc il y a quand même des tricks à faire, je pense, avec le Sion Conquest. Après, comme je vous disais, c'est pas un personnage que je porte dans mon cœur entre guillemets en termes de règles, parce que je préfère des grosses brutes comme le Chieftain ou des grosses brutes au tir comme le Predator. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire quand même avec, mais c'est vrai que ça saute pas aux yeux tout de suite. Moi je réfléchirais vraiment à une liste pour tourner autour du Sion of Conquest, parce que il mérite quand même, la figurine existe, elle est vraiment sympathique. En plus on a 2 versions de figurines pour ce personnage là, donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire, notamment avec ses sorts. Le deuxième sort, c'est la dissonance, donc c'est pareil, c'est emporté sur soi-même en harmonisation à 4, donc toujours pareil, assez facile à passer. Donc comme je disais, voilà, il est que prêtre 4, mais ses sorts sont relativement simples à passer grâce à l'harmonisation qui est haute. Donc ça c'est plutôt cool. Ce sort là, ouais, bof. Alors bof en règle générale, maintenant, occasionnellement il peut être très bien. C'est-à-dire que si vous tombez contre une armée de Old Dominion, vous allez l'apprécier, une armée qui a beaucoup de magie en face. Tous les régiments ennemis qui sont à 12 pouces ou moins du lanceur, vous pouvez défausser 2 cartes de champ et vous annulez les effets du sort. Donc ça va vous pénaliser sur vos champs. Par contre, l'adversaire, s'il comptait vraiment sur un sort, et vous allez dire non, là ton sort il passera pas. Donc ça peut être vraiment handicapant pour l'adversaire, mais vous vous handicapez aussi de votre côté. Donc il est bien, mais attention. Voilà. Le troisième, la cacophonie, portée 12 pouces, mise à l'échelle avec une harmonisation à 4, donc toujours assez facile à passer. Malgré qu'il ait une mise à l'échelle, l'harmonisation à 4, c'est quand même assez cool. Le régiment cible ne peut pas résoudre d'événements de tirage avant la fin du tour. Donc ça c'est pareil, c'est pas oufissime. Maintenant ça peut être très handicapant lancé au bon moment. Typiquement, je reprends mon exemple de Old Dominion. Vous balancez ce petit sort, et une unité de Old Dominion par exemple de garde prétorien qui voudrait faire 2 fois son bastion pour être super tanky, ils pourront pas le faire 2 fois. Parce que c'est un événement de tirage, donc ils pourront pas faire. Donc ça peut être bien chiant. Maintenant voilà. Est-ce qu'on va le prendre pour ce sort-là ou les autres? Il faut vraiment trouver, je pense, une utilité au sein de votre armée et un petit peu construire la liste autour. Pas se dire, c'est pas un personnage qui s'auto-suffit en fait, le Sion of Conquest. Donc je pense qu'il faut vraiment y penser et réfléchir sa liste. Voilà, comment je vais utiliser mes sorts, sur quelle unité je vais pouvoir m'en servir, ou contre quelle unité je vais pouvoir m'en servir si vous connaissez l'armée que vous allez affronter. En tournoi, je pense que ça sera clairement pas celui qu'on va chercher parce qu'on a des trucs beaucoup plus stables avec le Chieftain, le Predator ou la Matriarche. Mais je pense que voilà, faut bien y penser, faut bien le réfléchir
pour le prendre. Petite chose que j'avais pas précisé, mais lui, vous ne choisissez pas son culte, il est de culte conquête, forcément. C'est le Sion de la conquête, le Sion of Conquest, donc il est forcément du culte de la conquête. Donc c'est pareil, c'est un aspect qui peut nous permettre de le prendre, parce qu'il est de la conquête. Donc concernant sa Warband, en Mainstain, il a accès au Bloodied, au Brave et au Chosen of Conquest qui ne sont pas sortis. Bloodied et Brave, donc 2 unités moyennes, de taille médium. Et en restreint, il a accès à aux 3 autres Chosen, donc la famine, la mort et la guerre, qui ne sont pas encore sortis. Donc c'est vrai qu'il est assez restreint en termes d'unités aussi. Donc c'est ça aussi qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être pas le meilleur personnage du livre d'armée, parce qu'il a que 2 unités en fait possibles. Donc c'est vraiment restreint en termes de choix. Maintenant, Brave et Bloodied, c'est 2 unités qu'on joue de toute façon, donc on peut le prendre. Maintenant, c'est pas une taxe en soi d'avoir ces unités-là de toute façon. Mais c'est vrai que c'est un peu léger en termes. Comment le jouer? C'est un personnage qui vaut déjà 100 points de base. Donc si vous le jouez vraiment en mode personnage, pas trop cher, moi je lui mettrais juste la suite magique 1 pour avoir l'arcane 1 pour avoir plus un dé en maîtrise. Donc pour le passer prêtre 5. Histoire d'être sûr, même si les sorts sont faciles à lancer. Pour rappel, il faut quand même 2 réussites pour lancer un sort. Vous en avez un qui est en mise à l'échelle. Donc ça peut permettre de simplifier la mise à l'échelle, le passage de celui qui nécessite une mise à l'échelle, qui sera plus compliqué à passer. Éventuellement, ça ne reste pas trop cher parce qu'il reste à 110 points. Comme on a vu, c'est un personnage qui a quand même 5 attaques à clash 3 de base à Cliff 2. Donc on peut lui mettre le même équipement que j'avais proposé pour le Chieftain en artefact, qui va lui donner les petits bonus qui vont bien pour taper encore plus fort. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir plus une attaque? Et le fleury, c'est quand même 25 points. Donc ça le montrait à 135 points dans la même configuration pour avoir 6 attaques, clash 3, relance DG pour toucher. Maintenant, ça reste un prêtre guerrier, donc ça donne un bon appui sur votre unité de corps à corps. Donc pourquoi pas. Ça resterait raisonnable, hein, on est à 135 points. Un personnage qui aura 6 attaques, clash 3, fendre 2, prêtre 5, avec 3 sorts. Ça reste correct pour moi. Maintenant, vous pouvez le jouer à poil pour juste 100 points. Il fera le boulot, hein. 5 attaques, clash 3, fendre 2, ça fera quand même des trous chez l'adversaire. Hein. Un peu moins forcément, mais moi, je dirais plus c'est en fonction des points qui vous restent, éventuellement de l'équiper un petit peu. Mais pas une priorité à mon sens.